Donc aujourd'hui, et cet après-midi particulièrement, nous recevons notre ami Laurent. Laurent qui bosse chez Inlinks et qui va nous raconter tout un tas d'informations très pertinentes et très sympathiques sur les entités. Et je vous laisse la parole tout simplement. Merci. Et je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente conférence. À très vite. Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, je suis Fred Laurent, je suis cofondateur d'Inlinks, qui est un logiciel de SEO basé sur les entités, et donc qui n'est pas basé sur les mots, ni sur les mots-clés. Voilà, alors les entités, c'est un sujet qui est assez peu abordé en France, à contrario des États-Unis et du Royaume-Uni, où c'est un sujet qui décolle beaucoup, dont on parle énormément, enfin de plus en plus. On a en même temps peu d'informations dans la littérature SEO sur les entités. On a beaucoup de confusions des fois qui sont faites. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. La présentation va se dérouler en 3 parties. La première partie, on va voir ce que c'est qu'une entité, parce que généralement c'est là où déjà le bas blesse. Ensuite, on va voir comment Google utilise les entités et comment on peut utiliser ces entités pour améliorer le SEO essentiellement on-site. Donc tout d'abord, et c'est vraiment le plus important, qu'est-ce que c'est qu'une entité? Alors, entité, c'est un nom commun, donc en fonction des secteurs d'activité, ça peut désigner différentes choses. En SEO, c'est vraiment, ça désigne un sujet qui peut être relié au graphe de connaissances des moteurs de recherche. Et si on simplifie, à une page Wikipédia et par correspondance à une page Wikidata. Donc une entité est par définition indépendante du langage. Elle est connectée à d'autres entités via les knowledge graphs des moteurs et elle peut posséder des centaines de synonymes dans des dizaines de langues. Donc là, typiquement, on a l'exemple de l'entité 418.22.87 qui correspond à, en français, moteur de recherche, en anglais, Web Search Engine, et etc. En fait, on va avoir cette entité dans, aujourd'hui, je crois qu'on est à 54 langues dans Wikipédia. Et pour chaque langue, on va avoir, en fonction de la richesse de Wikipédia et de la richesse des graphes de connaissances, un certain nombre de synonymes qui vont désigner cette entité. Donc on est vraiment... voilà, une entité doit être vue comme un cluster de synonymes, un cluster de mots-clés qui désigne un sujet. Donc, par essence, on a un mot. Un mot, c'est ni plus ni moins qu'un assemblage de lettres et qui est dépourvu de sens. Une entité, c'est le sens qui correspond à un mot. Donc, si je vous dis recherche en ligne, ça fait référence à l'entité moteur de recherche sur Wikipédia. Et c'est comme ça, aujourd'hui, que Google comprend les mots. Donc, quelques exemples. On a, alors, à chaque fois, ça va dépendre en fonction du contexte, mais on peut avoir, par exemple, le mot Trump, qui, dans un contexte politique, va désigner l'entité Donald Trump. Paris, qui, dans un contexte français, va désigner l'entité Paris Q90 chez Wikidata. Alphabet, l'organisation qui possède Google, CES, le Consumer Electronics Show, ou SEO, optimisation pour les moteurs de recherche. En fonction du contexte, en fait, chaque mot-clé peut correspondre à une entité différente. C'est-à-dire que Trump, ça peut faire référence en anglais à l'atout, dans les jeux de cartes. Paris, si vous êtes au Texas, généralement on ne va pas parler de Paris-France. Alphabet, si vous le lisez en minuscule, c'est plus du tout la même chose. CES, c'est ce qu'on appelle un stop word. Et SEO, si vous êtes en Corée du Sud, ça va être un nom de famille. Donc à chaque fois, en fait, on a des mots et on a des sens potentiellement multiples. On va le voir ici, par exemple. Pour CPC, donc, ici, ça dit quelque chose à tout le monde, hein, c'est coup par clic. Mais en fait, en fonction du secteur industriel dans lequel on est, du contexte d'un document, on peut avoir énormément
de significations différentes et énormément donc d'entités correspondantes à cette abréviation. Je vous ai mis un autre contre-exemple parce qu'il faut quand même se méfier. C'est vraiment le domaine des entités en SEO, c'est quelque chose qui est nouveau, qui décolle. Bon, bah, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance en SEO, il y a un certain nombre d'experts qui se précipitent pour écrire sur le sujet. Si vous allez voir ce que c'est comment utiliser les entités en SEO, vous tapez ça en anglais dans Google, vous allez tomber sur un article de Search Engine Journal, dans lequel, en anglais, on vous dit que meilleure chaussure de basket, c'est une entité. Alors, ce n'est absolument pas une entité, en fait, c'est une phrase, enfin, c'est un ensemble de mots, qui comprend deux entités différentes, chaussures et basket. Et dans cet exemple-là, on a basket qui fait référence à basketball. Je vous rappelle que basket en anglais, ça peut faire référence au panier d'achat aussi. Donc on est vraiment dans de l'analyse contextuelle. Et voilà, il faut avoir en tête que ce n'est pas parce que vous voyez entité écrit que tout est vrai. Alors, on va passer à la deuxième partie. Comment Google utilise les entités? Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment un avant et un après qui, grosso modo, se situe aux alentours de 2015. Aujourd'hui, les entités sont au cœur de tous les services Google. On a toutes les pages qui sont indexées par Google font l'objet d'une analyse, alors, que je vais appeler analyse sémantique, même si c'est assez différent de ce qu'on entend par analyse sémantique aujourd'hui. Mais en tout cas, toutes les pages sont analysées pour en extraire les entités, et donc pour les connecter au graphe de connaissances. Ces entités sont utilisées en premier lieu pour comprendre les centres d'intérêt des utilisateurs, et en deuxième lieu pour connecter entre elles les pages qui parlent de sujets similaires. Et on va ensuite retrouver ces entités un peu partout, essentiellement pour personnaliser l'expérience utilisateur, et on va la voir dans l'ensemble des services de Google. Donc là, je vous prends trois exemples. On a Discover. Alors, je ne sais pas si vous avez probablement été voir, si vous utilisez Discover, vous avez des suggestions d'articles qui correspondent à vos centres d'intérêt. Vous pouvez filtrer ces centres d'intérêt, vous pouvez en supprimer certains. En fait, tous ces centres d'intérêt, ils viennent non pas de vos lectures, alors de temps en temps de vos lectures sur Google Discover, mais surtout de vos recherches sur Google. Donc là, on a vraiment un lien direct entre la recherche et ce que vous suggère Google. Donc là, vous pouvez voir, c'est assez intéressant, on va y revenir après, mais on a ici essentiellement, alors on a une organisation qui est mentionnée, qui est Google, même, avec schema.org, et puis on a ce qu'on va appeler des concepts, c'est-à-dire c'est ni des personnes, ni des organisations, ni des lieux, ni des événements. C'est grosso modo la 5e catégorie d'entités, les concepts. Ils s'écrivent essentiellement en minuscules, ils sont souvent abrégés. Aujourd'hui, quelqu'un qui écrit sur le SEO ne va jamais mentionner optimisation pour les moteurs de recherche, il va mentionner directement SEO. Software as a service, on va dire généralement SaaS, etc. Donc là, ici, on voit bien que voilà, on a une présentation qui est entièrement en entité, qui n'est pas par mot, qui n'est pas abrégée. On est vraiment sur des sujets qui correspondent chacun à une page Wikipédia. Le deuxième endroit où on peut s'apercevoir de l'utilisation des mots-clés, c'est dans les suggestions de recherche Google. Vous commencez à taper prune, et là, vous avez un certain nombre de résultats qui apparaissent. Et en fait, vous pouvez repérer les entités quand vous avez en première ligne, alors généralement, le plus visible, c'est l'image. Vous avez une image qui est associée, vous avez ensuite le mot, et vous avez en dessous l'entité qui lui correspond. Entité qui, là encore, correspond à une page Wikipédia. Donc, par exemple, prune Reine Claude, c'est le prunier Reine Claude, c'est une plante. Et donc, là, on a également vraiment une présence de plus en plus importante d'entités. Le but du jeu étant de vous faire
cliquer là-dessus, parce que forcément c'est beaucoup plus visible. Et on va retrouver ensuite ces entités dans des verticales du moteur de recherche. Alors, j'ai mis l'exemple CPC. Dans la colonne de droite qui s'affiche chez Google, vous avez les suggestions qui correspondent aux entités a priori que Google a matchées par rapport à votre contexte de recherche pour CPC. Donc ici, cost par clic, enfin coût par clic, code de procédure civile, etc. On va retrouver aussi les entités dans un autre service de Google que je n'ai pas illustré là, mais qui est Google Trends, où vous avez en fait deux manières de chercher des tendances. Vous avez la tendance par mots-clés, classique, et vous avez la tendance par entité. Et donc là, c'est pareil. En fait, si vous regardez l'URL, vous recherchez une CPC, par exemple, ou coût par clic dans Google Trends, vous allez voir que l'indexation, dans l'URL, on n'a plus affaire à un mot, on a affaire à un identifiant d'entité qui correspond au Google ID de cette entité-là. Donc vraiment, quel est le sujet cherché dans le Knowledge Graph de Google? On va aussi retrouver, juste un aparté, aujourd'hui Google force beaucoup au niveau du SEA sur l'utilisation des entités. Puisqu'on est dans une ère post-cookie, on va avoir aussi les centres d'intérêt qui vont pouvoir être calculés pour la monétisation des publicités sur Google. Alors, maintenant, on va voir... Oula, excusez-moi. On va voir en quoi l'évolution de Google vers les entités, c'est-à-dire le passage d'une indexation en fait, qui est basée sur les mots-clés à une indexation qui est basée sur les entités, est absolument primordial pour le moteur de recherche. La première chose est que les entités permettent des économies d'échelle énormes dans le stockage et le traitement de l'information. Vous avez moins de complexité, vous avez une connectivité entre les contenus qui est complète, et vous avez beaucoup moins d'espace de stockage. Je vous ai mis un exemple. Vous avez à gauche un texte en anglais, avec une page de présentation, enfin page d'accueil d'un site de société. Et aujourd'hui, enfin historiquement, Google indexe les mots, avec un certain nombre d'algorithmes pour réaliser les classements, vérifier la similarité entre pages, repérer du contenu dupliqué. Alors évidemment, en réalité, la taille de l'indexation, Google ne va pas indexer tous les mots, il va enlever ce qu'on appelle les stop words en anglais, il va concaténer un certain nombre de choses. Donc au final, l'espace nécessaire pour le stockage d'une page comme ça, en fonction des mots, va être, pour ces deux paragraphes-là, va être plus petit que ce que vous voyez là, mais il va quand même être assez important. A contrario, si vous faites une indexation basée sur les entités, dans la colonne de droite, vous allez voir qu'en fait, il ne vous faut que des chiffres, qui sont tout simplement quelles sont les entités qui ont été répertoriées dans le texte. Et ça, en fait, c'est fondamental parce que ça marche dans toutes les langues. Donc, que votre page soit écrite en français, en turc ou en anglais, l'indexation finale est faite de la même manière. Et si vous avez, par exemple, l'entité 427.100 qui apparaît en première ligne et en deuxième, cette entité-là correspond à l'entité cash flow. Dans toutes les langues, quelle que soit la manière dont on appelle cash flow en japonais, en chinois, en français, en anglais, ça sera toujours l'entité 427.100. Si vous êtes sur une indexation qui est basée sur les mots, vous pouvez faire aucune analyse de similarité, aucune mise en relation entre des contenus de langues différentes. Et si vous utilisez des synonymes, c'est pareil. Deux mots différents, avec des lettres différentes, ne peuvent pas être mis en concordance, parce qu'ils ne sont pas porteurs de sens. Une entité
elle, peu importe la langue, ça fonctionne. Vous pouvez tout connecter, quel que soit le langage, quel que soit le synonyme utilisé. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec ça. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, alors je pense que ça ne durera pas, mais c'est que Google ne comprend pas encore toutes les entités qui sont présentes dans les contenus publiés sur le web. Donc là, c'est une analyse qu'on a réalisée qui, voilà, en fonction d'un certain nombre de secteurs d'activité, mesure ce que Google détecte ou non. Alors, le tourisme, comme l'automobile, sont très au-dessus des autres. Il y a une bonne raison à ça, notamment pour le tourisme, c'est que Google est passé maître dans l'art de détecter les personnes, les sociétés et les lieux. Quand on parle de tourisme, généralement on est sur des centres, des localisations, des parcs naturels, des villes, etc. Google est très fort là-dedans, il atteint quasiment 50%. Il est aussi assez fort pour déterminer les modèles de voitures, curieusement. Donc si vous lui parlez de la dernière Lamborghini X3, il va pouvoir le relier. Par contre, si vous lui parlez marketing, SEO, génération de leads, ce genre de choses, alors là, ça tombe très vite. On est aux alentours de 20%. Et en fait, la grande faiblesse de Google aujourd'hui, elle est sur la détection des concepts, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Si vous dites génération de leads, si vous écrivez génération de leads en minuscules, il va falloir redoubler d'efforts pour que Google vous comprenne. Si vous parlez SAS sans majuscules, ça va être pareil. Ça va être assez compliqué. Il y a un outil qui est assez intéressant que Google a mis en place, qui est l'outil de test de son API d'extraction d'entités. Grosso modo, c'est un outil qui vous permet de copier-coller un texte et de voir quelles sont les entités qui ont été détectées par Google. Là, il faut se méfier aussi parce que, en fait, quand Google détecte une entité, il vous met la correspondance de la fiche Wikipédia. Si vous n'avez pas cette fiche Wikipédia en face du mot, ça veut dire qu'il n'a pas détecté l'entité. Sinon, il le fait. Et il ne le dit pas. Il parle beaucoup de salience dans cette... c'est peut-être un terme que vous avez entendu. Il parle de salience, il liste des mots, il liste des expressions, des ensembles de mots. Mais aujourd'hui, vraiment, si vous voulez savoir quelles sont les entités qui sont détectées dans un texte par Google, il faut avoir en face du mot le lien Wikipédia. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas détecté. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est tenu à l'envers, excusez-moi. Pas du tout l'habitude. Donc maintenant, on va voir comment on peut utiliser les entités pour booster son SEO. Alors la première chose, c'est qu'il existe un moyen simple, mais dangereux, de forcer l'indexation des entités d'une page web pour les moteurs de recherche, bon, essentiellement Google. Hein. En fait, on va utiliser schema.org et on va utiliser 3 balises, la balise About, la balise Mentions et la balise Same As, qui vont permettre de désambiguïser les entités, enfin, de connecter les mots importants d'une page avec l'entité qui leur correspond. Et là, typiquement, vous avez la première balise, About, qui va lister les entités principales de la page. Généralement, celles qu'on va retrouver dans la balise titre. Et ensuite, vous avez la balise Mentions, qui va lister les entités importantes, mais non principales, celles qui apportent quelque chose d'un point de vue contextuel, donc les entités secondaires du document, et le tout avec cette balise Same As qui va mettre en relation le mot détecté, donc en l'occurrence, par exemple, vous avez objectif tout en bas, et vous avez l'entité qui lui correspond, qui est direction par objectif. On peut appeler ça un schéma sémantique, c'est très intéressant, mais comme vous allez le voir, il faut aussi faire très attention. Donc là, on a les résultats d'un test
qui a été mené sur une soixantaine de pages distinctes. Donc c'est un test qui a été réalisé conjointement par un groupe Facebook qui s'appelle SEO Signals Lab, qui est assez influent dans le monde du SEO anglo-saxon, et donc conjointement avec Inlinks. L'important, c'était que les participants devaient s'engager à ne faire aucune autre action SEO sur les pages en question pendant la durée du test. Donc, pour l'ensemble de ces pages, on a implémenté un schéma.org, comme celui que je vous ai montré précédemment, et on a attendu. Alors, on a attendu environ un mois, parce qu'ensuite, il y a eu une core update, donc forcément, les résultats du test étaient biaisés. Dans 70% des cas, on a eu un impact positif sur le ranking des pages. Et ça montre une première chose. Alors, il faut savoir, je vous fais un aparté, en fait, ça date, le premier test qui a été fait là-dessus, c'est un test qui remonte à 2015, donc c'est quand même assez ancien, qui a été fait pour un test anglo-saxon de manière extrêmement fine, c'est-à-dire ça a été un split test, après avoir entrepris tout un tas d'actions SEO pour essayer de sortir un site d'une pénalité. C'était un site de chirurgie esthétique. L'expert qui était en charge du SEO a décidé de partager les pages en deux. Il a laissé une partie des pages sans absolument rien faire, et sur les autres, il a implémenté un schéma.org. Il a multiplié en un mois le trafic par 3. Donc on a un véritable impact de ça. Le problème, c'est que si vous faites une mauvaise association entre mots-clés et entités, vous pouvez disparaître de l'index Google. Et il se trouve aussi que la plupart du temps, on est gagnant, mais de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Et là, on a un exemple français récent, une association qui est parfaite sur une page importante, 40 places de perdu. Ça montre quoi? Ça montre que vous avez deux index. Vous avez un index par mot, et vous avez un index par entité. Aujourd'hui, l'index par mot, c'est celui qui, on va dire, qui dirige l'ensemble du classement. L'index par entité peut prendre le dessus de temps en temps. Il peut amener un bénéfice, il peut aussi rien se passer, et puis de temps en temps, ça peut être aussi très négatif. Pourquoi? On ne le sait pas encore. Le schéma.org de la page qui a perdu 40 positions, je l'ai analysé, il est parfait, il répond très exactement à ce que dit la page, et là, mystère, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'est cassé la figure. Donc on ne sait pas tout à fait encore comment Google fonctionne là-dessus, mais voilà, dans 70% des cas, ce type de schéma fonctionne, et il est notamment intéressant si vous voulez le mettre en place sur les pages importantes d'un site, c'est-à-dire celles qui drivent le plus de revenus ou de trafic. Là, il y a un vrai bénéfice qu'il faut généralement soutenir par de la structure supplémentaire, c'est-à-dire généralement du maillage interne. Voilà. Ça permet de donner à Google... Alors, ça a un impact assez décisif aussi pour lever la cannibalisation entre pages. Si vous avez plusieurs pages d'un site qui se cannibalisent mutuellement sur un sujet donné, le fait d'indiquer à Google, de mettre un schéma sur la page la plus importante sur le sujet en question, permet de lever l'ambiguïté pour Google. La deuxième partie, c'est identifier les opportunités de développement. Alors, là, je vous ai mis en fait, une analyse de contenu, d'un contenu qui est au centre, c'est le cercle central, qui est comparé avec les concurrents du top 10 de Google pour un mot-clé donné, en l'occurrence, le mot-clé c'est Big Data. Et donc, l'intérêt des entités, là, il est que le fait d'utiliser les entités, de détecter quelles sont les entités dans un texte, et de les comparer aux entités qui sont chez vos concurrents, va vous permettre de réaliser, d'une certaine manière, une analyse sémantique. Mais une analyse sémantique qui ne reposera absolument pas sur des n-grammes, ou sur de la statistique, ou sur toute autre algorithmie. C'est juste quels sont les sujets, peu importe les mots qui sont utilisés, s'ils sont synonymes les uns des autres, et peu importe la langue,
quels sont les sujets qui sont abordés chez vos concurrents, quels sont les sujets qui sont abordés chez vous, et quel est le gap, quel est le delta entre les deux. Et là, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, si vous voulez, vous voulez écrire un article sur le big data, enfin, vous avez une page existante sur le big data en français, vous allez vous comparer traditionnellement avec vos concurrents français. Maintenant, si vous voulez vous comparer avec vos concurrents anglais, alors c'est sûr qu'ils ne sont pas du tout sur la même SERP, ils vont pas sortir. Par contre, ce que eux disent au sujet du big data est probablement très intéressant. Là, avec les entités, vous pouvez faire cette comparaison, puisque comme je vous l'ai mentionné, on ne s'intéresse plus aux mots, on s'intéresse à des identifiants. Est-ce que l'identifiant de l'entité machin est présent en anglais ? Et est-ce qu'il est présent dans mon article en français? Donc, avec l'approche sur les entités, vous allez pouvoir faire des analyses compétitives multilangues. Vous pourriez même imaginer, vous avez entendu parler du contenu x10, qui consiste à essayer de créer un contenu qui va regrouper toutes les informations utiles des 10 premières pages de Google. Donc, vous pourriez faire un contenu qu'on pourrait appeler exposant 10, où vous prenez la première page le premier résultat de recherche de Google en anglais, en espagnol, en turc, en allemand, et puis vous faites votre propre SERP de numéro 1, et vous regardez ensuite ce que ça donne. Et là, vous allez pouvoir faire des analyses compétitives, quelle que soit la langue dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est véritablement intéressant, parce que, par exemple, si on reprend l'exemple du SEO, vous allez avoir des visions différentes du SEO, ne serait-ce qu'entre la France et les États-Unis. C'est toujours intéressant, si vous avez un guide sur le SEO sur votre site, c'est toujours intéressant d'aller voir et comparer de quoi parlent les leaders de la SERP en anglais, comme Moz, et de quoi je parle moi, et de combler les trous après. Et ça, c'est véritablement ça. Aujourd'hui, les mots-clés, l'approche par mots-clés ne vous permet absolument pas de faire ça, à moins de traduire à la main et de re-rentrer. Là, c'est automatique, ça prend 30 secondes, et vous avez très exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire les compétiteurs qui ne sont pas forcément sur votre marché, mais qui doivent être pris en compte si vous voulez effectivement auditer correctement un contenu. Le troisième point, c'est l'optimisation du maillage interne. Pendant assez longtemps, et même encore aujourd'hui, le maillage interne, c'est quelque chose qui est fait de manière artisanale, à la main. On a des guides sur comment faire un maillage interne. Bon, généralement, on prend le mot-clé de la page visée, on fait une recherche sur le site, on repère les pages, et puis on rajoute des liens. Généralement, on va arriver sur de l'exact match, c'est-à-dire j'ai une page cible qui doit viser le terme SEO, je vais regarder toutes les occurrences de SEO sur mon site et je vais faire des liens. Bon, le problème de cette approche, c'est qu'elle prend du temps et elle lie des mots plutôt que des idées. Si vous prenez l'approche des entités pour faire du maillage interne, alors vous n'avez plus affaire à des mots, vous avez affaire à des nombres. Donc vous pouvez mettre des conditions déjà. C'est-à-dire, moi je dire à un outil, moi je veux mailler l'entité 407.100, si et seulement si la page dans laquelle est trouvée cette entité comprend également une ou plusieurs autres entités. Donc là c'est du contexte. Ça c'est pareil, c'est impossible de faire ça avec des mots. Ensuite, une entité, c'est un cluster de synonymes. Donc souvent, vous allez avoir, en fait, si vous faites cette approche artisanale SEO, si vous trouvez expert SEO, vous n'allez pas forcément le matcher. Si vous trouvez référencement et que vous n'y pensez pas, bon là pour vous, ça n'arrivera pas. Mais si vous avez un client qui est dans un domaine assez particulier que vous ne connaissez pas forcément, vous ne connaissez pas tous les synonymes sur les mots. Avec l'approche cluster de synonymes, vous allez pouvoir matcher immédiatement toutes les pages qui comprennent les synonymes en fonction éventuellement du contexte que vous mettez en place, et vous allez pouvoir automatiser. Les gains sont colossaux en termes de temps, c'est-à-dire que vous pouvez déployer sur un site 10 000 à 20 000 liens internes de qualité quasi humaine en 1 heure de temps.
Et c'est quelque chose que Google aime particulièrement parce que on va trouver des synonymes, on va être donc dans un maillage qui est assez riche, et c'est ce que Google recherche. Et le dernier point, qui est peut-être le plus curieux, c'est que vous allez pouvoir construire le knowledge graph d'un site, c'est-à-dire l'ensemble des entités qui sont dans qui composent le site. Et c'est pareil, comme on a affaire non plus à des mots, mais à des chiffres, vous allez pouvoir faire tout un tas d'opérations, c'est-à-dire lister toutes les entités qui apparaissent dans les corps de page, mais qui ne sont pas dans les titres de page. Ça va vous prendre une seconde. Et là, c'est pareil, ça va prendre en compte l'ensemble des synonymes. Ça va vous permettre également de comparer très facilement avec tout type de concurrent, même dans une autre langue, comme on l'a fait au niveau d'une page individuelle. Là, vous allez pouvoir le faire au niveau d'un site. Et c'est pareil, là, en termes de rapidité de calcul, c'est quelque chose qui va vous prendre, une fois que vous avez la liste des entités de chaque site, ça vous prend une fraction de seconde sur Excel pour pouvoir visualiser immédiatement quels sont, par exemple, les sujets que vous pouvez développer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé de, je sais pas moi, de cash flow, mais pas de logiciel de gestion de cash flow. À ce moment-là, vous allez pouvoir immédiatement identifier, tiens, il y a telle et telle entité dont parle le client sur son site, mais il n'a pas de page dédiée. Ça vous fait ça en une seconde. Voilà, on arrive à la question. Alors, c'est assez simple. Dans la phrase « Biden est le président des États-Unis », combien peut-on identifier d'entités ? Le problème, c'est qu'il y a trop de monde qui a dit 3 en même temps. Oui, mais madame a déjà gagné un mug juste avant. 3. Bon, alors c'est vous, madame, voilà, pour l'avoir redit. Désolé pour les autres. Oui, alors, en fait, la question n'est pas innocente du tout. En fait, la réponse est effectivement 3. Voilà, vous avez Biden qui correspond à Joe Biden, États-Unis qui correspond à États-Unis, et président des États-Unis en toutes lettres, qui correspond à président des États-Unis. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que si vous allez voir la définition de named entity, donc entité nommée en français dans Wikipédia, vous avez très exactement cet exemple-là. Biden est le président des États-Unis, 2 entités. Et ce que dit Wikipédia, c'est que président ne peut pas être considéré comme une entité parce que ce n'est pas assez précis. Alors là, malheureusement, le rédacteur de cette fiche-là n'a pas vraiment compris ce que c'était qu'une entité. C'est-à-dire que d'une part, président des États-Unis est écrit en toutes lettres, donc c'est totalement explicite. Et d'autre part, si on avait Biden est le président des USA, alors là, c'est moins explicite, mais on fait une analyse contextuelle quand on désambiguise les entités. Donc Biden, on sait que c'est Joe Biden, mais il a fallu le détecter, le désambiguiser en fonction du contexte. États-Unis, pareil, et président, à la rigueur, même si c'est tout seul, on sait que Biden est président des États-Unis, en tout cas Google le sait. Voilà. Donc méfiez-vous de ce qui est écrit au sujet des entités. Je vais m'arrêter là. Alors, moi je travaille depuis 10 ans là-dedans. Je suis intimement convaincu que le futur du SEO, il est là. Il est dans les entités. Le futur de Google, de l'indexation, est là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la détection de contenu dupliqué, elle se fait sur les mots, dans une même langue. À partir du moment où Google va indexer toutes les entités et va être capable de détecter les entités de manière vraiment satisfaisante, les traductions automatiques, c'est fini, parce que là, il va pouvoir détecter quels sont tous les contenus qui se ressemblent dans toutes les langues possibles. Et c'est la base de MEM, être capable, sur une requête émise aux États-Unis sur comment faire du trek sur le mont Fuji, il va aller chercher des informations sur les sites japonais, il connaît les sujets, il les rapporte et il les donne, il les resserre à l'utilisateur.
Merci beaucoup Frédéric. Merci à toutes et à tous. Avez-vous des questions? Oui, j'arrive. Bonjour, deux questions rapides. La première, c'est entre utiliser les URL Wikipédia pour nommer les entités et utiliser les URL google.co, enfin vous savez les g.co / le nom de l'entité. Qu'est-ce que vous recommandez? Donc ça c'est la première question. Et deuxième question, comment vous expliquez que l'API NLP de Google parfois sort des entités meilleures basket quand on fait une analyse? Alors, première question, peu importe. En fait, tout est connecté. C'est-à-dire que si vous parlez optimisation pour les moteurs de Wikipédia / optimisation pour les moteurs de recherche, ça c'est connecté à Wikidata, qui est connecté au graphe de connaissances de Google. Donc peu importe. En fait, une seule suffit. Vous pourriez mettre l'identifiant Wikidata, vous pouvez aussi mettre uniquement l'identifiant Wikipédia. De temps en temps, si vous voulez vraiment correctement désambiguiser, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que vous avez beaucoup de pages françaises, enfin de sujets qui n'existent, qui n'ont pas de correspondance en Wikipédia français. Donc là, typiquement, on utilise du Wikipédia anglais ou alors directement le Wikidata. Mais tout est connecté, vraiment tout. Dans Wikidata, en fait, vous avez toutes les correspondances, donc dans les 53 langues, plus Freebase, enfin Google, plus d'autres. Et c'est connecté aussi avec tout un tas de bases de données médicales. Voilà. Donc c'est Wikidata, et peu importe. Et ensuite, justement, c'est le problème. C'est-à-dire que Google, par exemple, dans toute sa documentation, en anglais, utilise le mot topic. À chaque fois qu'il utilise topic, il faut lire entité. Voilà. Mais on est à la limite de la désinformation par Google. Et en fait, vous avez différentes, dans l'API Google NLP, vous avez différents types de résultats. Vous avez la salience, et là, c'est les mots-clés que Google considère, enfin les mots-clés, expressions, etc., ou segments de phrases que Google considère comme les plus pertinents par rapport au texte en question. Mais ce n'est pas les entités. Les entités, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que le mot a un lien avec une page Wikipédia. C'est pour ça que il faut avoir ça en tête, vraiment il faut se méfier parce que c'est pas clair. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter les entités de ces contenus sans passer par l'API? Vous parliez d'un site tout à l'heure. Oui, alors je vais être très franc. Je sais qu'il y en a qui vont se précipiter. Il y a deux API qui permettent, enfin, il y a deux outils qui permettent aujourd'hui de détecter les entités de manière assez précise. C'est deux outils qui sont assez agressifs, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller détecter l'entité, quitte à se tromper. C'est TextWazor et c'est Inlinks. Ces deux outils surperforment de très très loin Google, Microsoft ou IBM. Pourquoi? J'en ai aucune idée, je ne comprends pas. Ce que je sais, c'est que, moi je travaille chez Inlinks, mais ce que je sais, c'est que TextWazor a compris le truc aussi, parce qu'il y a une approche qui est spécifique à avoir pour détecter correctement les entités, pour faire une analyse de contexte qui soit riche et pertinente. Parce que ça veut... Par exemple, Biden est le président des États-Unis, derrière vous avez Trump, en contexte, qui est là. Les deux outils savent le dire. Google, pas du tout. C'est curieux, mais c'est comme ça. Mais ni Microsoft, ni IBM non plus. Donc vous avez ces deux outils-là, sachant que TextWazor n'a pas du tout été pensé pour le SEO. Mais c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que ils ont une démo aussi en ligne qui permet de voir les entités, mais c'est pas pensé pour le SEO, c'est-à-dire qu'il y a certaines entités qui sont pas détectées et c'est un problème. Inlinks, à contrario, a été complètement pensé pour le SEO et il y a sur la page d'accueil d'Inlinks, un peu en bas, vous avez la possibilité de rentrer une URL et ça va vous faire le comparatif entre ce que Google détecte et ce que Inlinks a détecté. Voilà. Alors j'ai une question qui n'est pas forcément très pratique ni applicable, mais c'est juste pour comprendre dans la démarche ce que vous dites que Google appliquerait cette technique-là pour rationaliser ses bases de données. Et du coup, dans votre compréhension, c'est quoi son intérêt à garder les deux bases?
Parce qu'au final, si Google appliquait ce truc-là en entier, on perdrait beaucoup de fonctionnalités sur Google, de recherche très spécifique d'une suite de mots, etc. Donc forcément, Google, a priori, pourrait pas abandonner ce truc-là. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas du tout se permettre de lâcher l'indexation des mots-clés. C'est absolument impossible, ne serait-ce que quand on voit les ratios de détection en fonction des secteurs d'activité. Quand vous détectez que 20% des entités, bon non, ça ne marche pas, quoi. Il faut détecter 100, enfin, pas 100%, mais il faut quand même monter beaucoup plus. Donc aujourd'hui, Google ne peut pas du tout se passer de sa base de données de mots-clés. Par contre, au niveau des entités, je pense qu'on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, dans tous les milieux autorisés qui réfléchissent sur l'analyse du langage naturel, un verbe n'est pas une entité. Je pense que cette assertion est fausse. Et on va aller, parce que Google, vu les économies que ça lui procure et vu la connectivité que ça lui amène en termes de contenu, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Donc en termes d'expérience utilisateur, il y a un vrai gain. Je pense qu'ils vont se mettre de plus en plus à travailler là-dessus et ils vont renverser la table de ce qui se dit au niveau de l'analyse du langage naturel pour arriver à un truc où chaque mot, d'une certaine manière, ou presque, devient une entité. Mais on en est loin. Donc aujourd'hui, ils utilisent les deux. Combien de temps ça va durer, je ne peux pas vous dire.